Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous demanderons quelles sont les réalités économiques en matière d'immobilier sur le terrain début 2025 avec Yann Géano, président de Laforêt. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera aux investissements sur les marchés financiers et notamment à la collecte record en matière d'ETF en 2024 en Europe. Nous en parlerons avec Jérémy Tubiana, en charge du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management, mais aussi avec Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Antoine Barbier, directeur d'AEW Patrimoine, avec qui nous ferons un bilan 2024 en matière d'immobilier, mais en matière d'immobilier tertiaire cette fois-ci. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre quelle est la réalité économique sur le terrain, en matière d'immobilier en ce début d'année 2025. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir donc sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Laforêt. Ça fait quelques mois qu'on s'est vu pour la dernière fois et qu'on a tenté de comprendre un petit peu ce qui se dessinait en matière d'immobilier. Avant de parler peut-être de 2025, comment est-ce que vous avez vécu l'année 2024 dans son ensemble au sein de Laforêt ? Est-ce que vous l'avez vu en demi-teinte comme beaucoup d'acteurs, avec une première partie un peu compliquée, une deuxième partie où le marché repartait avec des banques qui revenaient par exemple et qui finançaient des dossiers moins financés en début d'année ? Alors on l'a vu mieux que prévu, mieux qu'anticipé, en 3 temps en fait cette année. D'accord. Finalement, avec un premier trimestre plutôt mou, qui a tardé à démarrer et qui a finalement conforté les craintes qu'on avait sur cette année 2024. Et puis un deuxième trimestre qui a vu les acquéreurs revenir sur le marché sur fond de baisse des taux, de baisse des prix, de généralisation des négociations. À la fin de ce premier trimestre, dissolution, Jeux Olympiques, donc on ne savait pas trop comment la fin de l'année allait se dérouler. On a eu une petite parenthèse enchantée et après on ne savait plus trop ce qui allait se passer ensuite. Exactement, beaucoup d'interrogations et finalement à partir de la mi-août, on a vu les projets repartir crescendo et ce qui nous fait atterrir sur une année 2024 avec plus 7% de volume de compromis de vente signés. Donc une année plutôt positive. On aurait pu anticiper plus 7% de volume de compromis de vente en début 2024 pour Laforêt ? Honnêtement, non. Début 2024, on avait quand même beaucoup de craintes sur la croissance, sur la santé économique de notre pays, sur la frilosité également des acquéreurs. Donc difficile à anticiper. Alors, vous avez mentionné effectivement la dissolution dans les événements un petit peu de 2024. Et puis, on a pu suivre aussi toutes les discussions qu'il y a pu y avoir autour d'un premier budget, d'un deuxième budget. On a quand même senti que l'immobilier n'était pas forcément dans le cœur d'un certain nombre de députés. Est-ce que ça joue aujourd'hui sur le contexte d'acquisition et d'investissement début 2025 ou on est plus positif en la matière quand on voit que les banques prêtent et annoncent qu'elles prêtent et que les prix se sont peut-être un petit peu stabilisés dans certaines régions ? Alors, les acquéreurs sont de retour, les vendeurs sont ouverts aux négociations. Les banquiers sont de nouveau en effet sur le terrain, sur le front pour prêter, pour conquérir de nouveaux clients. Malheureusement, côté politique, en effet, ça fait de nombreuses années que l'immobilier n'est pas à la mode et cette année ne dément pas cette tendance avec un budget qui sacrifie l'immobilier existant. Les 33 millions de logements du parc privé sont sacrifiés avec une augmentation notamment des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, laissés à la main des départements et absolument aucune nouvelle pour soutenir les primo-accédants, aucune nouvelle pour donner de la lisibilité aux investisseurs. Donc un contexte politique, budgétaire et législatif qui n'est pas encourageant pour l'immobilier existant. Mais des acquéreurs qui sont là, des banques qui prêtent et, vous l'avez dit, des vendeurs qui sont ouverts à la négociation. Quand on mélange tout ça, ça donne quelle vision, quelle anticipation pour cette année 2025 pour Laforêt, mais pour le marché en général ? Ça donne un début d'année, en tout cas un mois de janvier, qui a confirmé les tendances observées sur la fin de l'année 2024. Les prévisions pour l'année 2025, alors toujours difficiles, on sort un peu sa boule de cristal.
d'un côté, un volume de transactions qui devrait reprendre entre 5 et 8% de croissance des ventes supplémentaires. On aura bouclé 2024 avec 750 000 ventes globalement. On sait que le marché a besoin d'en avoir 900 000 pour répondre aux attentes des Français. Et puis des prix qui devraient continuer de baisser au niveau global. D'accord. Moins 1, moins 2% vraisemblablement. En tout cas, c'est les projections à date, même si alors même beaucoup d'endroits, il y a des acquéreurs. Oui, il y a des acquéreurs et dans beaucoup d'endroits, la baisse des prix, en tout cas l'essentiel de la baisse des prix est derrière nous. C'est le cas par exemple à Paris, on est à des niveaux de prix qui sont équivalents à ceux de 2018, mais on a encore beaucoup de marchés qui sont bloqués, les résidences secondaires, les grands appartements énergivores par exemple. Donc là où ça a beaucoup progressé effectivement dans les années fastes de 2019 ou 2021, effectivement ça peut être un peu bloqué. Par contre Paris, on peut s'attendre à ce que ça baisse pas plus. Si aujourd'hui on veut investir dans l'immobilier, on peut se dire que les prix sont stabilisés. Alors effectivement, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de certitude, mais globalement, c'est la tendance qu'on voit aujourd'hui. Oui, il y aura quelques réglages certainement. Aujourd'hui, on a 11 arrondissements sur 20 qui sont sous cette barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré. Peut-être qu'il y en aura au fil de l'année un ou deux qui franchiront également cette barre à la baisse, mais globalement, le marché devrait rester relativement figé, ce qui n'est pas le cas en périphérie, ce qui n'est pas le cas sur les maisons, ce qui n'est pas le cas sur le littoral, où en effet, beaucoup de vendeurs restent bloqués sur un référentiel de prix qui est celui de 2022. Or, depuis 2022, les prix en France ont baissé de 8 à 12% sur tout le territoire. Et donc, on ne le voit pas encore dans les prix de ces biens en périphérie, exactement, en maison ou sur le littoral. Parce que les ventes ne se réalisent pas et ça fait partie de ce réservoir de transactions et de ce réservoir de baisse de prix. Et pourtant, vous nous avez dit tout à l'heure qu'on négocie beaucoup plus aujourd'hui. Ça veut dire que quand les transactions aboutissent, il y a eu plus de négociations qu'avant, en nombre de négociations par bien, par exemple? Oui, alors c'est ça justement. Pas nécessairement en termes de taux de négociation, puisque le taux de négociation il est entre 5 et 6% au niveau national, relativement stable. En revanche... Donc c'est 5 et 6% de gains par rapport au prix affiché. Par rapport au prix affiché, par rapport au prix affiché, le prix acté représentera une négociation de 5 à 6%. En revanche, là où en 2022, 4 logements sur 10 se vendaient au prix, sans aucune négociation, en 2024, c'est 1 logement sur 10. Donc dès qu'il y a le moindre défaut d'exposition, d'état de distribution, d'état de la copropriété, les acquéreurs n'hésitent pas à être plus offensifs, à faire des offres, et les vendeurs acceptent les nouvelles règles et la nouvelle donne du marché. Donc c'est aussi la bonne nouvelle de l'année 2024. D'accord, c'est peut-être là où effectivement il y a une petite évolution par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est que là on voit qu'il y a une prise de conscience que le marché immobilier aujourd'hui, il est à ce niveau de prix là, quoi. Alors une prise de conscience un peu... Pas pour tout le monde, on l'a dit avant, effectivement. Un peu aidé et soutenu quand même. Ça fait 2 ans qu'on travaille les propriétaires, qu'on leur démontre l'impact par exemple de la hausse des taux d'intérêt, l'impact de l'inflation, qu'on calcule avec eux les plus-values qu'ils ont engendrées néanmoins. Donc 2 ans qu'on travaille le terrain. Pour leur dire, oui, vous ne perdez pas d'argent si vous négociez, parfois vous en gagnez quand même, c'est ça, si vous avez acheté au bon moment. Absolument. Les banques l'ont annoncé en fanfare en ce début d'année. Elles reviennent sur le marché de l'immobilier. Elles rouvrent les vannes du crédit immobilier. Est-ce que vous voyez, vous, une différence depuis le début de l'année des acquéreurs qui n'auraient pas pu venir il y a 6 mois, qui aujourd'hui peuvent prétendre à acheter? Est-ce que c'est trop tôt pour voir l'impact, puisqu'effectivement un process d'acquisition, ça met plusieurs mois? Comment est-ce que vous ressentez effectivement ce grand retour des banques annoncé, en tout cas en ce début d'année? Alors, ce qu'on voit déjà, première chose côté acquéreur, c'est que la baisse des taux, qui sont passés en un an de 4,20 à 3,20%, permet aux acquéreurs de baisser leur mensualité d'à peu près 10%. Donc ça fait entrer sur le terrain des acquéreurs qui étaient en limite. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, les banques n'étaient pas toutes sorties. Il y a eu 750 000 ventes en 2024. C'était surtout les banques nationales qui s'étaient mises à l'écart de la transaction et qui reviennent aujourd'hui, qui se rappellent que le crédit immobilier est le premier outil de conquête d'un client, qu'on débute une année, qu'il faut faire ses chiffres, qu'il faut faire ses objectifs. Et donc les banques très agressives, on voit des campagnes de communication en dessous des 3% et des banquiers qui étudient plus largement les dossiers, même si l'apport, le sacro-saint apport, reste extrêmement attendu de la part des banquiers. Et ça donne une impulsion au marché ou pas plus que ce qu'on a pu voir en 2024, ou alors c'est trop tôt pour le constater? Ça donne de l'espoir, dans les projets. On voit des acquéreurs qui se disaient finalement, moi je ne vais pas aller sur le marché parce que je ne suis pas finançable, mon banquier ne va même pas regarder mon dossier, qui aujourd'hui réactive des projets immobiliers. Donc ça donne plus de perspectives.
Merci beaucoup Yann Géano de nous avoir accompagnés dans les clés de l'IMO, donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de La Forêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur la collecte record en matière d'ETF en 2024 et essayer de comprendre ce qui pousse les investisseurs à aller de plus en plus sur les ETF. Qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Et surtout, dans quoi est-ce qu'ils investissent au travers des ETF? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy Tubiana. Bonjour. Vous êtes en charge du développement des ETF au sein de BNP Paribas Asset Management. Alors j'ai un certain nombre de chiffres sous les yeux. Je vais donner peut-être le plus impressionnant. Si on parle de marché européen, le marché des ETF a attiré, Jérémy Tubiana, 247 milliards d'euros de flux, dépassant d'ailleurs un précédent record qui lui avait été touché en 2021, qui était de 159 milliards d'euros. Donc là, on n'a pas doublé, mais bon, on a fait plus 100 milliards quand même. Qu'est-ce qui vient expliquer, selon vous, que les investisseurs européens se mettent massivement à aimer les ETF, alors que c'était plus aux États-Unis? Avant, on avait un petit peu du mal en Europe et en France à aller sur ce sujet. Alors effectivement, 2024, c'est la meilleure année de collecte dans l'industrie ETF sur le marché des UCITS ETF en Europe. Ça a été impressionnant. D'accord. Ça a été surtout, on a vu surtout des flux, à peu près 80% sur la partie action. D'accord. Et en fait, c'est le signe que beaucoup d'investisseurs, notamment particuliers, ont investi via les ETF. Parce qu'on le voit, les particuliers, quand ils investissent sur les marchés financiers, via les ETF, utilisent principalement des ETF actions, notamment sur les actions monde et États-Unis. Et c'est clairement ce que l'on a vu tout au long de l'année, des flux massivement sur les actions de manière générale, principalement sur les actions US et monde. Et donc on peut imaginer que c'est beaucoup d'investisseurs retail qui se sont encore plus dirigés vers les ETF pour leur nature intrinsèque, simplicité, transparence, frais réduits, frais maîtrisés. Et donc ça a été un vrai point que l'on voit vraiment de se développer depuis notamment la période du Covid. Simplicité, transparence, frais réduits ou accès à des actions auxquelles je n'ai pas accès dans mon PEA? Alors également, effectivement, il y a un point important. Chez BNP Paribas Asset Management, on a par exemple un ETF S&P 500 éligible au PEA. Et effectivement, on a vu que la croissance de cet ETF-là, cette année en 2024, expliqué là encore une fois par les flux du marché retail, qui permet encore une fois de diversifier son exposition au niveau international. Marc Tempelman, comment est-ce que vous l'analysez, cette appétence de plus en plus grande pour les ETF? Moi je me souviens que, alors c'était peut-être plus du temps des personnes de l'âge de mes parents, mais on investissait en actions, on avait effectivement, on échangeait avec ses amis, on avait des petits clubs d'actionnaires et l'investissement en actions directes était assez répandu. Là on a l'impression que chez les nouveaux investisseurs, l'ETF est presque devant la détention d'actions réelles. Alors il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, si j'étais politicien, je dirais que je m'en félicite parce que effectivement les ETF contribuent à la démocratisation de l'investissement. Bien sûr. Pour revenir sur la question posée, oui, les grands-parents investissaient peut-être en actions, mais il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. D'accord. Au contraire, les ETF, par leur simplicité, par le fait que c'est devenu aussi un peu une mode, justement participent à cette démocratisation. Il y a beaucoup plus de gens qui investissent désormais en actions via des ETF. D'accord. Donc il y a certainement cet élément-là. Il y a un effet on a appris, donc l'apprentissage financier se fait aussi par les ETF. Puis un dernier phénomène, c'est que juste pendant 2 ans, les marchés actions, et notamment le marché américain, ont été très porteurs. Donc détenir des ETF indiciels a été plutôt une bonne pioche. D'accord, oui. Voilà. Et donc ça a porté l'investissement ETF. Ça veut dire que effectivement l'investissement des ETF, par exemple effectivement sur un indice MSCI World ou sur d'autres types d'indices américains, dans un marché qui monte, effectivement, ça a continué à porter effectivement ce type d'investissement. Ce serait pas la même chose si on arrivait vers des marchés un peu plus volatiles ou plus mouvementés? Alors ça, j'en sais rien. Attendons la prochaine correction. Bien sûr. Non, en revanche, il y a un autre phénomène qui joue particulièrement en Europe, qui est le fait que une des difficultés du marché, pas pour les investisseurs mais du marché, c'était de proposer des ETF de façon rentable pour les intermédiaires. D'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été résolu. Et on arrive désormais à préserver les avantages pour les investisseurs, c'est-à-dire à obtenir des expositions diversifiées, simples, pour des montants faibles, mais à commission, encore une fois, restreinte, tout en trouvant un mécanisme qui permet aux intermédiaires d'être rémunérés quand même. Et ça aussi, ça a permis le développement du marché.
Jérémy Tubiana. Ouais, sur la partie gestion de la volatilité, ce que l'on voit justement de la part des investisseurs, c'est l'utilisation des ETF au travers d'investissements programmés. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nos grands-parents, nos parents utilisaient peut-être des actions pour investir en one shot. Tiens, j'ai identifié cette valeur, je l'achète et on verra. Là, en fait, il y a cette culture de l'investissement programmé. Les gens commencent à comprendre que pour limiter ou diversifier ses risques, je dois investir progressivement et sur le long terme. Donc la méthode DCA, j'investis la même somme tous les mois Exactement. ou toutes les semaines sur le même actif pour lisser en fait le prix d'acquisition. Et la particularité de l'ETF par rapport à des actions en direct, c'est que l'ETF est diversifié. C'est-à-dire que quand j'achetais une action en direct en une seule fois, j'étais pas du tout diversifié. Et si le titre baissait, j'avais que mes yeux pour pleurer. Bien sûr. Là, sur un ETF, j'ai un panier d'actions diversifié en une seule transaction et je l'associe à des versements programmés que je fais sur plusieurs périodes. Alors c'est génial parce qu'en France, on a l'assurance vie qui permet de le faire. On peut mettre en place des versements programmés. Et aujourd'hui, on a des nouvelles plateformes digitales, des nouvelles fintech qui proposent sur des enveloppes bancaires de faire des investissements programmés sur des ETF. Et donc ça, c'est la vraie révolution en France notamment. Marc Tempelman, vous vouliez réagir ? Oui, c'est juste que tout ça et tout ce dont on vient de parler sont effectivement des avantages énormes des ETF qui expliquent leur popularité grandissante et c'est absolument naturel. Moi, j'aime bien toujours être nuancé et aussi en souligner quelques inconvénients. Bien sûr. Ouais. Le premier, c'est qu'on ne se rend peut-être pas compte qu'en achetant un ETF S&P 500, on est assez concentré quand même. D'accord. Les 7 valeurs, les 7 magnifiques représentent 33% de cet indice et je ne suis pas certain que toute personne qui achète un ETF basique, mais les basiques sont les moins chers, S&P 500 se rend compte qu'en fait, dans son exposition, il y a 33% de cette valeur technologique. Bien sûr, oui, bien sûr. Pour se retourner, premièrement. Deuxièmement, il y a des actionnaires qui souhaitent participer activement à la vie de l'entreprise et qui voient l'action comme une des façons de participer aux AG, aux assemblées générales. Ça, l'ETF ne le permet pas. Non. Alors, il le permet via la société de gestion. Effectivement, Marc a tout à fait raison. C'est pas l'investisseur qui va voter aux assemblées, c'est la société de gestion. Donc l'investisseur donne le mandat à la société de gestion pour voter aux assemblées. Mais Marc a raison. Non, et tu as raison également pour dire que c'est la société de gestion. Le seul problème de ce côté-là, c'est que les 3 plus grosses sociétés de gestion en ETF sont BlackRock, Vanguard et State Street, 3 acteurs géants américains qui ont des vues qui ont clairement changé, par exemple, sur l'investissement socialement responsable. Oui, bien sûr. Oui, et donc ça, il faut l'avoir en tête. En fait, il faut se dire que j'investis dans un ETF, mais je fais aussi confiance à la société de gestion qui me propose l'ETF. Et ça fait partie de la pédagogie financière à apporter aux investisseurs. Et donc, si moi j'ai une conviction très forte dans ce domaine-là, il faut bien comprendre que si j'achète un ETF chez BlackRock, c'est pas BlackRock qui va défendre ces intérêts-là, ces critères extra financiers ne seront pas portés par ces acteurs américains qui ont un peu changé de camp depuis l'élection de Trump. Alors justement, Jérémy Tubiana, quand on investit, parce qu'on parle d'investir en ETF. Bon, un ETF, c'est un outil, c'est un moyen, effectivement, ça a des caractéristiques. On a parlé de transparence, de simplicité, de frais, mais concrètement, derrière, on investit dans quoi ? On investit dans des paniers de valeurs, on investit pour répliquer la performance du S&P 500 ou du MSCI World, ou est-ce qu'on voit des gens investir sur des thématiques, sur des secteurs, voire en actions directement, mais sur une seule action avec des ETF ? Alors, j'ai envie de répondre un peu de tout ça. Très bien. La première partie. Ah oui, l'action directe, ça se fait pas. Non, effectivement. En fait, la particularité d'un ETF, c'est que c'est un fonds qui est régi par la réglementation, notamment UCITS en Europe, et donc l'obligation de l'ETF, c'est qu'il soit diversifié. D'accord. On va avoir un ETF sur un seul sous-jacent, une action, une matière première, par exemple. Donc, on a aujourd'hui des ETF actions sur des zones géographiques, sur des secteurs, sur des thématiques, effectivement. Le numérique, par exemple, ou le numérique, l'intelligence artificielle, grande distribution, pour changer un peu. Et même jusqu'à, Marc évoquait les investissements ESG, répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça, c'est un gros sujet chez BNP Paribas Asset Management. On a une gamme très diversifiée d'ETF thématiques sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, sur l'économie des océans. Mais aussi, on voit aussi beaucoup se développer des ETF obligataires qui permettent d'investir sur des obligations d'État, d'entreprise, avec différentes durations. D'accord. Donc on peut vraiment gérer sa duration. Et dernière innovation également. Et ça, pardon, les ETF obligataires, c'est aussi connu, aussi répandu que les ETF actions, ou ça nécessite encore un petit peu plus de pédagogie financière ? Alors en fait, compte tenu du niveau des taux, c'est pas l'investissement qui est privilégié. Aujourd'hui, effectivement, quand on a un livret A, quand on a un fonds euro qui assure un rendement, le marché obligataire est peut-être un peu plus compliqué à comprendre de la part des investisseurs. C'est pour ça que, comme je disais au début, les investisseurs retail privilégient les ETF actions.
Maintenant, sur le marché obligataire, on voit beaucoup d'investisseurs institutionnels ou de sociétés de gestion construire des portefeuilles diversifiés avec différents profils de risque en utilisant des ETF obligataires, des briques d'allocation obligataire. Et ce que je disais, la dernière innovation dans l'industrie obligataire, c'est les ETF à échéance. Donc aujourd'hui, j'ai des ETF qui existent avec des durations, des maturités fixes et qui me permettent de recevoir un coupon. Comme un fonds obligataire à échéance. Comme un fonds obligataire à échéance. Marc Tempelman. Je rajouterais juste 2 choses. Plus un ETF est spécialisé et sectorisé et petit, attention, plus probablement les expositions seront concentrées. Et by the way, plus les commissions risquent d'être un peu plus élevées que ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous prenez des indices, vraiment des gros indices mondiaux. Première remarque. Pour bien comprendre ce que vous dites, c'est quand vous dites attention, concentration égale risque plus élevé risque ou plus parce élevé, que et corrélation au secteur plus élevé. D'accord. Un ETF qui joue la thématique de l'industrie du cannabis, et ça existe, il y a une dizaine de valeurs qui sont dedans, et donc vous êtes déjà relativement exposé. Dernier point, il faut distinguer entre le gros des ETF qui sont des ETF passifs. Enfin, on croit toujours qu'un ETF est par définition passif. Il y a un secteur émergent mais qui croît très vite, c'est celui des ETF dites actives. Et là aussi, attention, là vous répliquez plus un indice. Le gestionnaire a vraiment l'intention et l'envie de battre l'indice, mais il peut passer à côté de sa cible. Mais ça veut dire, parce qu'effectivement, quand on prend des grands indices internationaux, CAC 40, S&P 500, effectivement, on a l'habitude que ce soit globalement les mêmes valeurs, même si on peut voir des actions entrer ou sortir de l'indice. Ça veut dire que quand on investit sur un ETF, on peut voir des actions entrer ou sortir et le panier de valeurs n'est pas toujours le même qu'au moment où on a investi, c'est le même fonctionnement. Alors c'est ça, et donc une des choses qu'on regarde pour évaluer la qualité d'un ETF, c'est son erreur de tracking, c'est-à-dire en quoi l'ETF a réussi à vraiment matcher la performance de l'ETF, de l'indice sous-jacent, notamment au moment des changements de l'indice et de ses composants. Dernière question qui risque de vous plaire, Jérémy Tubiana. Quand on fait appel à un intermédiaire en matière d'ETF, est-ce qu'il faut regarder s'il est français, américain, dans un contexte de marché? Est-ce qu'il faut se poser cette question-là aussi? La régulation peut-être? C'est l'élément clé. La régulation, s'assurer quand on est investisseur français que le distributeur, la plateforme, soit régi par les différentes réglementations de l'AMF, l'ORIAS. Je pense que Marc connaît le sujet encore mieux que moi, mais c'est évidemment clé. Mais c'est aussi très important d'utiliser des fonds, des ETF, qui sont aussi gérés par des sociétés de gestion connues avec des encours conséquents. Et si l'enjeu effectivement du voting et de l'engagement est important, s'assurer et mesurer combien la société de gestion va justement s'engager et voter pour le compte de l'investisseur. Et sur les investissements ESG qui se développent beaucoup, c'est vraiment clé. Chez BNP Paribas Asset Management, par exemple, on est numéro 2 au classement Share Action qui classe les sociétés qui font le plus de voting et d'engagement. Donc ça, c'est un point très très important et c'est des choses qu'on peut voir qui sont disponibles et qui sont des informations publiques. Et on n'aura pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais on en reparlera, Marc Tempelman. C'est pas seulement utilisé par les investisseurs particuliers en direct, mais aussi parfois par les intermédiaires financiers qui peuvent le proposer. Et ça sera l'occasion de faire une autre émission sur le sujet. Merci beaucoup, Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee, et Jérémy Tubiana, en charge du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Quel bilan en 2024 en matière d'immobilier tertiaire? Voilà la question qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Barbier. Bonjour Antoine Barbier. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur d'AEW Patrimoine. On évoquera dans un instant effectivement la manière dont vous appréhendez cette année 2025 donc en matière d'investissement. Juste avant, l'immobilier tertiaire en 2024, comment est-ce que vous analysez l'atterrissage global du marché? Le bilan qui est fait sur l'investissement en immobilier tertiaire en 2024, c'est 12,1 milliards d'investissements sur toutes les classes d'actifs confondues, avec un retrait assez significatif sur le bureau, sur le commerce, de l'ordre de 50%, où on observe toutefois un regain d'attention et d'investissement de la part d'investisseurs institutionnels. Sur le bureau et le commerce. Sur le bureau, sur le commerce, la logistique de son côté connaît, elle, une croissance de l'ordre de 36%. D'accord. En valeur, on constate globalement un atterrissage des valeurs de toutes ces classes d'actifs, mis à part sur le bureau. Le QCA semble avoir atterri. Le bureau sur des micro-marchés connaît encore et connaîtra encore probablement encore des corrections de valeur. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien et si je reste sur le bureau, c'est-à-dire que on s'attend à ce qu'il y ait encore des corrections de valeur, mais
il y a un effet d'opportunité qui fait que certains investisseurs commencent à y revenir aussi. Tout à fait, effectivement. Les corrections semblent bien réalisées aujourd'hui. On voit beaucoup de compétition en fait sur Paris QCA. D'accord. Sur QCA, effectivement, avec des taux à l'investissement qui sont entre 3,75 et 4,25%, avec des valeurs qui semblent stabilisées. Donc finalement, ça amène certains investisseurs potentiellement à se poser la question. Vous, chez AEW Patrimoine, alors si on regarde un petit peu plus 2025, quelles sont vos convictions avec le bilan qu'on vient de tirer de cette année 2024 sur l'évolution du marché en 2025 en matière d'immobilier tertiaire au global, hein. Bien sûr, on ne parle pas que du bureau, mais on parle de l'immobilier tertiaire au global. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que sur le marché de la SCPI, globalement, on a une année où il y a un investissement à 4,7 milliards d'euros. Le dernier trimestre 2024 voit une croissance de 24% par rapport au trimestre 2023. D'accord. Donc c'est plutôt un indicateur qui est plutôt favorable. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse de la BCE qui a été annoncée de 25 points de base, qui amène le taux directeur à 2,75. On dit qu'il y aura d'autres baisses qui vont arriver. D'accord. Une collecte qui revient, des assureurs vie qui reviennent également. Et finalement, une capacité à investir dans des très très bonnes conditions aujourd'hui qui semble se confirmer. Chez AEW Patrimoine, on a donc un volume d'investissement à très court terme à déployer de l'ordre de 120 millions d'euros dans des stratégies de commerce, de santé en France, en Europe. Donc plutôt optimiste par rapport à cette vision globale de l'immobilier. La collecte, vous la voyez revenir, enfin le secteur la voit revenir début 2025 ou fin 2024 par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a un an? On s'attend vraiment à une accélération dès lors qu'on aura pu confirmer des valeurs de part, celle du 31/12/2024, puis celle du mois de juin 2025, puisque maintenant l'AMF impose qu'il y ait deux expertises bien sûr, par des experts indépendants. Donc quelque chose cette transparence qui va rassurer probablement le marché. Donc effectivement une collecte qu'on attend en accélération. D'ailleurs de manière opérationnelle, moi je vois une collecte qui progresse dès ce mois de janvier de la part de clients retail, mais également d'assureurs vie qui nous confient des tickets assez intéressants pour pouvoir investir notamment dans des stratégies pertinentes aujourd'hui autour de la santé particulièrement. Et alors justement, alors vous avez en partie répondu à la question, mais c'est quoi une stratégie pertinente en 2025 en matière d'investissement? Probablement une stratégie qui est extrêmement diversifiée. D'accord. La collecte 2024 des SCPI se fait à 68% et c'est plutôt une nouveauté autour de la diversification. D'accord. On a quitté les univers d'investissement qui étaient très très bureaux par le passé, on peut le comprendre compte tenu de ce qu'on vient de partager. La santé, ça reste... parce que j'ai l'impression quand on fait des émissions sur les SCPI, il y a deux thématiques qui reviennent souvent, c'est logistique et santé. Ça reste les investissements stars en matière de SCPI. Ça reste les investissements stars en SCPI. Et sur la santé, bien entendu, on comprend bien les problématiques de financement de la santé. Bien sûr. Et tous les sujets qui sont autour du vieillissement de la population. Donc effectivement, la santé est un univers qui est extrêmement intéressant, notamment pour des jeunes SCPI en santé, puisque le sujet demeure également à la jeunesse des SCPI, mais un fonds qui est récent investi en santé a toutes les chances de pouvoir investir au bon taux et de servir à un rendement intéressant à ces investisseurs. Et logistique, vous constatez que c'est toujours un sujet qui intéresse les investisseurs. Tout à fait, effectivement, oui. Merci beaucoup Antoine Barbier de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil de l'expert dans l'émission Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de AEW Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.